Jennifer Payet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé une association qui est formidable, qui s'appelle Nos ados oubliés. Et c'est à ce titre que je vais vous interviewer, ou plutôt avoir avec vous une conversation. Et on va évoquer à la fois votre passé, qui a été assez douloureux, pour ne pas dire Mhm. absolument terrifiant, et ce que vous faites maintenant, qui est, comme je le disais, véritablement formidable. Alors, nos ados oubliés, ça consiste à essayer de sortir les adolescents de la prostitution. Parce que chose dont les médias parlent peu, il y a de plus en plus, il y a énormément d'ados qui se prostituent et qui sont aux mains de petits Mac, on va dire, qui sont à peine plus âgés qu'elles. Et c'est de ces personnes-là que vous vous occupez. Ça représente combien de personnes en France à peu près qui se prostituent et qui sont mineures comme ça? Ben, les chiffres, en vérité, ils n'ont pas été réellement recensés. On voit sortir des 16 000, 20 000 victimes, mais pour ma part, je pense qu'on est un peu à la baisse avec ce chiffre-là, puisqu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont déclarées en fugue, mais pas forcément sur un recensement de prostitution. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de victimes que ce qu'on veut nous laisser entendre. Et votre asso, elle est très récente, mais votre asso a déjà sorti d'affaires un certain nombre de mineurs. Oui, alors l'association, en vrai, elle est de 2021, août 2021. Mais on a un petit peu tout restructuré là depuis un an et on est à 19 suivis sortis du système prostitutionnel. Ça, déjà, c'est extraordinaire. C'est Si déjà déjà il y bien. en avait qu'une que vous aviez sortie, c'est déjà beau. Mais 19, ça veut dire que vous inscrivez dans un travail au long cours et vous baissez pas les Oui. bras. Non, Et on n'a pas d'intention. ce qui est fascinant dans votre histoire, c'est que c'est quelque chose, au fond, qui vous est venu parce que vous-même avez été obligé de sortir votre propre fille de la prostitution. Oui, oui, l'association, elle est tout à fait, elle est née de mon parcours en fait en tant que maman de victime. Euh, donc ça, c'était en 2020, moi, à l'époque où je me suis retrouvée confrontée à la prostitution de ma fille. Et ce qui m'a décidé à créer cette association, c'était vraiment ce sentiment de solitude. J'avais l'impression que la justice était mon obstacle à la protéger. Je voyais de l'inertie autour de moi des institutions ou des acteurs compétents. Et je me suis tellement sentie seule que ben, pendant ce parcours-là, du moins une fois que ma fille est sortie, que j'ai sorti ma fille de cette prostitution, pas longtemps après est née Nos ados oubliés. Alors, votre histoire, c'est celle d'une fille mère à 16 ans. C'est-à-dire que la petite Oui, Asia, qui par la suite va se prostituer, vous l'avez eue, vous n'aviez que 16 ans. Vous aviez été placé en foyer oui, oui. avec votre bébé jusqu'à 18 ans et vous avez subi l'inceste de votre beau-père dans votre enfance. Oui. J'ai été placée en foyer, j'avais environ 11 ans. J'étais moi-même à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler une enquiquineuse puisque je faisais des passages à l'acte, je commençais les stupes, je commençais les fugues, les scarifications, un petit peu tous ces passages à l'acte ou du moins ces signes précurseurs d'un mal-être. Et à ce moment-là, bah, je vivais les incestes de mon beau-père, mais j'étais pas en capacité de le verbaliser puisque pour moi il était mon papa. Donc voilà, la réponse a été le placement. Le placement a perduré jusqu'à que je sois enceinte d'Asia à 15 ans. Et là, j'ai connu le foyer maternel avec ma fille. Quand je suis rentrée dans le foyer maternel, bon, j'avoue que c'est une structure très saine, mais de mes 11 ans à mes 15 ans que je tombe enceinte, j'ai connu les placements dans les chambres d'hôtel, les foyers d'urgence, la dérive, le quartier, les stupéfiants. Voilà, j'ai eu un parcours un peu chaotique. Vous avez vu qu'hier, une petite de 14 ans s'est suicidée dans une chambre d'hôtel où l'ASE l'avait mis. Ouais, ben normalement, hein, depuis janvier, là, logiquement, c'est plus autorisé, hein. Vraiment, c'est que c'est une loi qui était sortie précédemment dans les années passées, mais normalement, depuis le 1er janvier, l'ASE n'a plus le droit de mettre une mineure à l'hôtel, quoi. C'est devenu complètement illégal. C'est tellement destructeur, tellement, c'est un hôtel, quoi. Un hôtel, ça reste un, pour vous et moi qui partons en voyage, ok, c'est un hébergement partiel, mais pour ces jeunes filles, les trois quarts, c'est un lieu de souffrance, un lieu de drogue, un lieu de prostitution. À 18 ans, quand vous sortez du foyer maternel, qu'est-ce qui vous arrive? Ma fille est placée très peu de temps après. En fait, le foyer maternel m'a apporté sur la stabilité pendant 2 ans, l'hébergement. Je touchais à l'époque ce qu'on appelle les allocations parents isolés. Enfin voilà, je m'adaptais pendant ces 2 ans-là à la vie qui m'était proposée.
Mais on m'avait jamais fait remplir un dossier HLM, on m'avait pas projeté dans une insertion socio-professionnelle, je savais pas remplir un dossier CAF, je savais même pas ce que c'était la CMU. Enfin, je veux dire, on était certes aidés et assistés, mais on n'était pas accompagnés dans le après. Vous étiez lâché dans la pampa en réalité. Voilà, arrivé à 18 ans, En oui, gros, c'est débrouille-toi, quoi. bah, on t'aide jusqu'à 18 ans, on te prend en charge parce qu'on le doit, mais arrivé à 18 ans, c'est terminé. Comment vous avez fait alors? Bah, ça a été compliqué. Au début, j'ai laissé ma fille partir en famille dite de tiers de confiance. Après, j'ai toujours rebondi. J'ai facilement trouvé du travail dans un McDo, des petits studios. Enfin voilà, j'arrivais à m'en sortir, hein. Mais en fait, le juge des enfants me reprochait de ne pas avoir la stabilité matérielle et l'équilibre familial nécessaire à l'équilibre de mon enfant. Donc, on me plaçait ma fille tous les ans par répétition. Après, voilà, elle est vraiment tombée dans une famille d'accueil très aimante et tout. Donc, j'avais même un très beau lien avec cette dame. Je voyais ma fille 2 fois par semaine. On était un peu hors cadre. Enfin, vraiment rien à dire. Et cette dame, en plus, s'était même battue pour me prendre avec ma fille puisque j'avais moins de 21 ans et que j'avais le droit aux accompagnements jeunes majeurs. Mais ça lui avait été refusé. Donc, c'est comme Assia, ça. votre fille a 12 ans lorsque l'ASE décide de la retirer de cette famille aimante, de chez cette Ouais. femme qui s'appelle Christine et qui était Mm. formidable. Ah Pourquoi oui, ils oui, font c'était vraiment ça? une femme formidable. Mais pourquoi ils font ça? Elle était trop formidable, justement, parce qu'il y avait un lien vraiment. Vous savez, les familles d'accueil, normalement, ils ont des temps où ils mettent les enfants en famille relais pendant leurs propres vacances ou autres. Et en fait, ma fille vivait mal les temps chez les familles relais. Et comme Christine aimait beaucoup Asia et qu'on s'entendait très bien, moi, je voyais pas de contrainte à ce que bah, pendant les vacances en famille, elle emmène ma fille avec elle, en fait. Et c'est des choses qu'on lui a reprochées, de trop intégrer ma fille à sa propre famille. Mais elle était sa famille d'accueil. Mais c'est inhumain. C'est Mm. stupide. Oui. C'est stupide parce qu'après, ce qui va se produire dans la vie d'Asia est lié aussi à ça. Au fait que cette attache qu'elle avait pu trouver auprès de cette Christine va voler en Mm. éclats. Ah oui. En fait, on Ah oui, c'était déconstruit très l'enfant, traumatisant quoi. pour elle. Ça a été vraiment traumatisant pour elle. C'était tellement bien que même quand elle a commencé, il y a pas très longtemps, hein, les thérapies en EMDR, le premier traumatisme qui ressort d'Asia, c'est le jour où elle est dans cette voiture et qu'on la fait partir et qu'elle voit Christine derrière, mais qu'elle n'arrive même pas à pleurer. Enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment pour elle, même dans son soin aujourd'hui ou dans sa réparation, son premier trauma, c'est cette séparation. Et là, alors on la retire de chez Christine pour la placer chez son père qui a réapparu entre-temps. Tout à fait. J'avais eu assez avec ce garçon, bah, j'étais mineure. Lui était en situation irrégulière, donc bah, il avait reconnu Asia pour un droit de séjour en France. Et après, bah, bon, j'ai été victime de violences avec lui, mais après, il a disparu complètement du circuit. Et 10 ans plus tard, quand il se remanifeste pour une prolongation de ses droits d'asile en France, en fait, parce qu'il fallait qu'il puisse, euh, comment on dit, enfin, qu'il puisse avoir un lien affectif maintenu avec son enfant français pour avoir un droit de séjour, il s'est manifesté. Et ce jour-là, le juge des enfants décide que Asia va partir chez son père pendant 2 ans sous son autorité pour leur apprendre à se connaître, leur permettre de créer un lien. Alors que moi, j'étais là tous les ans, j'étais là toutes les semaines, j'étais là à toutes les visites, à tous les rendez-vous de l'ASE, j'étais là tout le temps, tout le temps. Je me battais chaque année, chaque audience pour récupérer ma fille. On me la rendait pas. Et là, lui, il arrive, pompon sur la cerise, on lui donne. Et ça a été encore un trauma de plus pour elle, puisque il vivait tout seul avec son propre père. Ils avaient une façon de vivre bah, qui n'était pas commune de ce que Asia a pu connaître. Euh, et elle va vivre les incestes de son grand-père, les violences de son papa. Euh, c'est le début de la fin, en fait. Vraiment, pour elle, oui, c'est le début. Là où vous tiquez, c'est quand vous vous rendez compte qu'elle dort tout habillée. Oui, elle va venir en vacances et elle dort sous habillée. Bon, j'avais déjà commencé à tiquer un petit peu quand je la voyais, puisque elle était plus pareille, elle avait changé, elle était sale. Si je l'amenais, je sais pas moi, à l'esthéticienne ou autre, voilà, des sous-vêtements tachés, des pieds noirs. Enfin, vous voyez, vraiment déjà ce côté un peu manque d'hygiène. Je trouvais que ça allait pas du tout avec comment je connaissais ma fille. Alors bon, je me suis dit que c'était eux en fait qui n'avaient pas forcément d'hygiène à la maison. Et puis petit à petit, quand elle vient en week-end, en vacances, elle dort en jean. Enfin, ma fille dort en jean, en pull. Et quand je lui pose des questions, je vois qu'il y a une gêne, mais j'ai compris en fait. Je voulais pas comprendre, mais j'ai compris. Et elle finira par me l'avouer pendant les vacances d'été. À ce moment-là, bah, j'étais donc ici, hein, sur Toulouse. Je l'amène en gendarmerie de secteur. Elle est entendue par 2 personnes, un homme et une femme.
de la brigade. La déposition se fait, tout comme il faut, hein, avec la caméra. Enfin voilà, vraiment réglementé. Et ce sera transmis au parquet de Bordeaux, puisque le papa et le grand-père vivent là-bas. Et ce sera classé sans suite, en fait. Classé sans suite, on dira à ma fille que bah, pourquoi elle n'a pas utilisé son téléphone pour filmer ce qu'elle raconte. Non mais franchement. Ça veut dire qu'il y a un juge qui a décidé non, c'est pas grave cette affaire-là. On s'en fout. Bah non, on la croit pas. Mais même à ce moment-là, la ZEU avait été entendue. Et je me rappelle que le positionnement de sa référente était que, comme elle mentait, qu'elle se scarifiait, qu'elle était dans un schéma d'alerte de souffrance, en fait, on s'est dit que si elle mentait pour des petites choses, elle pouvait mentir pour ça. Donc même à ce moment-là, ces passages à l'acte, on les a pas entendus et vus comme un professionnel devrait les comprendre. Je veux dire, une gamine qui du jour au lendemain se scarifie, veut sauter du 11e étage, commence à faire des fugues, a des bleus, son père là-bas. Enfin, on peut pas me dire que c'est pas des signes et des alertes en fait. On peut pas dire que c'est un mensonge. Donc ça veut dire aussi bien les services sociaux que la justice se plantent. Oui, complètement. Et la petite va partir dans une dérive. Et vous, en plus, à ce moment-là, vous partez en détention. Alors expliquez Oui. pourquoi vous vous retrouvez à ce moment-là en détention. Quand Tassia a été placée, que j'étais jeune, bon, j'avais déjà connu un petit peu les stupéfiants dans les quartiers. Je consommais du shit, quoi. Et après, quand Tassia a été placée, malheureusement, j'ai fait ma première rencontre avec l'héroïne. C'était très douloureux pour moi, en fait. Je m'étais jamais construite en tant que femme ou que fille. Je m'étais construite qu'en étant la maman d'Asia. Et le jour où on m'enlève Asia, en fait, bah, je suis plus rien. Enfin, du coup, bah, je me réfugie dans l'héroïne. Et puis petit à petit, bah, je vais monter dans le circuit, commencer à la vendre, aller la chercher, etc. Donc je vais avoir une audience, une convocation, je vais être condamnée à une peine par rapport au trafic de stupes. Euh, Ce que j'aménage ma peine, je demande un aménagement de peine qui va m'être accordé. Donc là, j'habite dans les Pyrénées, donc je fais mes rendez-vous avec les conseillers de probation de l'insertion. Enfin voilà, je suis le circuit juridique. Judiciaire, pardon. Et puis, bah, je déménage à Toulouse. Et quand je déménage à Toulouse, bah, j'alerte hein, sur ma nouvelle adresse et tout, normal, tout va très bien. Je vais commencer à travailler dans une boulangerie, juste à côté de la gendarmerie. Notamment, les gendarmes viennent tous les jours acheter le pain. Ça fait 2 ans que je suis là. Et on me dira en fait que ça fait 2 ans que je suis au fichier des personnes recherchées. Du jour au lendemain, on m'apprendra en fait que je suis à ce qu'on appelle le FPR et que du coup, bah, j'ai une révocation et mise à exécution. On est en 2016 de ma peine condamnée en 2011 pour des faits de 2008. Ouais, franchement, j'en rigole aujourd'hui, hein, mais c'était vraiment pas drôle, quoi. Ouais, parce qu'à ce moment-là, vous êtes clean. Ah oui, oui, bien sûr, ça fait même quelques années que je suis sous traitement de substitution, que je consomme plus rien, que je travaille en boulangerie. Bon, j'ai eu un autre enfant en parallèle, donc j'ai mon fils, je continue à me battre pour ma fille. Euh, on n'a rien à me reprocher, en fait. On vous met quand même en cabane. Et pendant ce temps-là, Asia est envoyée dans un lieu de vie en Charente-Maritime. Et c'est Oui, là qu'elle va faire la rencontre d'un garçon qui finalement la prostituera. oui, comme ça se passe mal, bon, chez son père, du coup, elle partira en Charente. C'est un lieu de vie, hein. Ça se passera pas forcément mieux, mais bon, en tout cas, on choisit de l'éloigner. Et puis, pendant les temps de vacances, elle partira en colonie et rencontrera ce garçon, Brice, qui sera son premier petit copain. C'est avec ce garçon qu'elle aura sa première relation. Donc, petit à petit, elle va commencer à fuguer pour le rejoindre sur des courts temps. Et va arriver le moment où ben, elle va fuguer sur de plus longues périodes. Et c'est là qu'il va commencer à la prostituer pour financer un petit peu ses fugues. Mais comment cette idée de la prostituée lui vient à ce garçon? C'est quelque chose de courant? C'est quelque chose... Enfin, c'est étrange, non? Alors est passé en foyer. Lui-même est passé par un placement en foyer. Euh, et donc du coup, je sais qu'il a rencontré donc d'autres jeunes filles hein, sur le foyer. Ça, on l'a su après sur le procès. Et apparemment, bah, ces jeunes filles-là étaient déjà hein, sur des sites d'escorting et lui, ses copains de quartier géraient déjà des filles en fait. Donc quand il va se mettre avec ma fille et que ma fille bah, va être complètement dans la dépendance affective avec lui, il va petit à petit l'isoler. Elle est déjà très carencée et il va en venir au fait bah, que si il se met à voler ou à dealer, il risque la prison et si lui rentre en prison, ben elle sera seule au monde. En gros, il l'a tellement isolée et tellement endoctrinée
que elle va facilement le laisser prendre des photos, créer les comptes, gérer les annonces, gérer les clients. Et c'est là que ça s'amorce en fait. Et vous, comment vous le comprenez, ça? Comment vous le Ben, découvrez? quand je suis en prison en fait. Quand je suis en prison, ma fille, son numéro répond plus. Du coup, j'ai allez, mon conjoint, quoi, qui lui va pouvoir rentrer dans la boîte mail de ma fille. Je vais lui donner les identifiants Gmail. Il va rentrer dans sa boîte mail. Il va voir des publicités ou annonces. Il va rentrer dedans, faire mot de passe oublié. Enfin voilà, il va se retrouver sur le compte ou annonce de ma fille. Moi, en cellule, j'ai petit téléphone là, petit téléphone qui sonne pas les portiques, donc j'ai pas internet. Enfin, je peux rien voir à part communiquer avec lui sur des petits quarts d'heure. Hein, ça met un quart d'heure de batterie, c'est pas énorme. Et il va me faire part de ce sur quoi il est tombé. Alors, c'est hyper difficile d'être enfermé dans une cellule, de pas voir, d'entendre, de pas savoir. Enfin voilà, c'est. Mais j'ai besoin de voir, donc et comme j'ai besoin aussi de faire le nécessaire, il va m'envoyer toutes ces captures d'écran par le courrier de la Poste, qui va donc arriver en prison dans une jolie enveloppe au Vaguemestre. Et je vais ouvrir ce courrier en cellule et voir les échanges de ma fille avec ses clients. C'est comme ça que je l'apprends. En cellule. Oui, en cellule. Puis l'ironie viendra après. Je la prends en cellule, donc je suis là, bien sûr, privée de liberté. J'ai un devoir d'exécuter une peine, on est d'accord, mais j'ai quand même des droits. J'ai une autorité parentale. Enfin, je veux dire, j'ai un droit de dignité. J'ai un droit, mais on va jamais accéder à mon droit. Euh, le courrier, il est lu par les surveillants pénitentiaires, donc je vais entendre des petits commentaires hein, du style. Que ce serait bien d'être mère dans la vie. Enfin voilà, je vais entendre des commentaires déplorables sur ce que fait ma fille, hein, sans qu'elles en sachent un quart de mon parcours ni de notre histoire commune. Je vais alerter tout et tout le monde, vraiment. Je vais passer que ce soit du défenseur des droits, le procureur, le parquet des mineurs, la directrice de la prison, l'observatoire de l'OIP, Observatoire international des centres pénitentiaires, tout. Je vais la réécrire à tous, des recommandés dans tous les sens, franchement. Personne ne va jamais me répondre. Je vais même arriver à avoir un acte manqué, hein, pour de sport. Je vais me battre avec une fille en me disant qu'elle va porter plainte. Ça marche, elle porte plainte. Donc je m'attends à ce que la brigade vienne me voir pour m'entendre en tant qu'auteur de violence. J'arrive voir ces inspecteurs avec mon dossier de ma fille, en fait, parce que je veux porter plainte pour cette disparition inquiétante, cette prostitution. Mais même ces officiers-là, ce jour-là, vont me dire qu'ils sont pas là pour ça, qu'ils n'ont pas le droit de m'entendre pour ça. Ils vont m'entendre que sur l'aspect violence. Mais ils n'ont même pas demandé à leur chef ou fait remonter au parquet que j'avais besoin d'être entendue par une brigade compétente. Il va rien se passer. De toute l'année, il va rien se passer. Rien, 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 rien. Vous êtes dans le cas où on vous dénie vos droits de mère et où en même temps vous savez que votre fille enchaîne des passes. En plus, Mm. les clients, c'est quoi les clients? C'est des types de quel âge? Euh, pour en avoir parlé avec ma fille, hein, ils ont beaucoup plus, c'est beaucoup des gens âgés, hein. Ils ont plus de 40, 50 ans, Alors qu'elle a quel âge à ce moment-là? 14 ans. Et eux, ça leur pose pas de problème de conscience, non? Ben, vous savez, le jour de l'audience, j'ai pas vu un client dans la salle. J'ai pas vu un seul client poursuivi pour viol, pour pédophilie, rien en fait. Il n'y a pas un client qui était là. Pas poursuivi. Non, pourtant, quand j'ai récupéré ma fille sur une de ces dizaines de fois, j'ai pris son téléphone et j'ai récupéré les numéros. Il y a même des clients avec qui j'ai parlé. J'ai parlé avec certains d'entre eux. Donc, ils étaient tout à fait retrouvables avec de la téléphonie. Mais en fait, l'enquête n'a pas du tout été axée sur eux. Et vous allez réussir, grâce à votre compagnon, à retrouver votre fille dans une chambre d'hôtel. Comment ça se passe, ça? En fait, l'annonce de ma fille dit être, c'était Montreux-Foltuan en fait. Donc dit être à Montreux-Foltuan, elle dit exercer là-bas. Et du coup, bah, il y a des photos très succinctes hein, sur l'annonce. On voit pas son visage, mais on voit son corps. Moi, je vais reconnaître le corps de ma fille, donc c'est bien le sien. Du coup, sur la photo, il y a des détails. Elle est sur un lit, il y a des tables de nuit, enfin voilà. Du coup, sur Montreux-Foltuan, il va chercher toutes les locations qui existent, que ce soit par le Airbnb ou par les appart-hôtels, et à force de chercher, il va retrouver bah, la même décoration sur un appart-hôtel.
Donc je vais faire la route et je vais me déplacer. Je vais me déplacer, je vais arriver, le réceptionniste, je présente la photo de ma fille, j'explique ce qui se passe. J'arrive de Toulouse jusqu'à Paris, c'est le plein confinement, j'ai roulé toute la nuit, enfin voilà. Le mec ne va jamais me répondre. Il ne va pas vouloir me répondre, il va pas me donner de renseignements. Je vais faire le 17, donc automatiquement je tombe sur le secteur, mon secteur quoi. Je fais le 17 en étant là, donc c'est la police de secteur. J'explique, numéro de PV de ma fille, disparition inquiétante, fichier des personnes recherchées, enfin voilà, je sors tout ce qu'il y a à dire au téléphone. La seule réponse des enquêteurs enfin des interlocuteurs pardon que j'aurai en ligne, c'est comment je sais ça, et ils ne viendront jamais chercher à y mettre fin. Il ne se passera rien. Personne ne se déplacera. Personne ne se déplacera. À 7 heures du matin, je me retrouve devant la brigade de secteur, justement, et je viens avec mon dossier, mes procès-verbaux, mes captures d'écran, patati, patata. Je demande à être reçu, sachant qu'en plus, à cette époque-là, j'ai mon fils de 8 ans dans la voiture qui dort, que j'ai dû emmener avec moi, puisque, ben voilà. On va me laisser à l'accueil pendant des heures et des heures avant que quelqu'un daigne me recevoir. Une fois qu'il va me recevoir, il va me dire que territorialement, il n'est pas compétent sur cette procédure, qu'elle est donc du 31 et non pas du 77. Oh, Il n'aura pas les autorisations, il va prendre ma déposition, hein, mais il va créer un nouveau numéro de procès-verbal et une nouvelle déposition. En fait, mon dossier, il ne fait que monter, mais il n'est jamais réuni en un seul dossier. Et il n'y a jamais une personne qui va enquêter. Il se passe rien. Ça met un an. Il se passe une année sans qu'il se passe rien. Asia a 16 ans, Ouais. et c'est un autre compagnon à vous qui accepte de se faire passer pour un client et qui va la Non, retrouver. non, Non? non, non. Je suis toujours avec mon compagnon. Non, non, je suis toujours avec mon Ah, compagnon. ok. C'est un ami. C'est quelqu'un qu'on va trouver avec mon compagnon justement sur les réseaux. À force, vous savez, de suivre Asia, on la suit sur les Instagram, sur les Snap, et il y a toujours les mêmes personnes qui ressortent. Et du coup, à force de leur parler, on finira par tomber sur des garçons qui sont des petits délinquants juvéniles, des mecs de quartier, mais qui n'aimeraient pas que ça arrive à leur sœur. Et au final, il y en a un qui va répondre différemment des autres. Il va se faire passer pour un client. Il va aller dans cette chambre. Et quand il arrive, ma fille est remplie d'échymoses. Et en fait, elle souhaite partir. À ce moment-là, en fait, elle demande de l'aide. Et du coup, il va mettre en scène le fait qu'il braque le proxénète, façon de parler. Et il va le mettre dans une position de domination. Il va partir avec son téléphone portable et ma fille. Donc, il va me remettre ma fille et le téléphone portable du proxénète. Donc, il va m'appeler, je vais refaire Toulouse-Paris, je vais chercher ma fille, je la ramène. Je reviens encore en brigade. J'amène le téléphone, j'amène ma fille, j'amène l'expertise du médecin, je ramène encore tout à ce moment-là. Et elle va encore repartir. Pour retrouver son petit Toujours ce. proxénète. Ouais. Ouais, C'est comment on appelle ça? De l'amour, de la bêtise, c'est quoi? de la dépendance affective, je pense. En fait, il était très manipulateur. Il allait la faire prostituer à 10 clients par jour. Mais si jamais, pour sortir, elle prend son téléphone ou qu'elle le prend pour aller à la douche, il va la frapper en l'accusant de vouloir parler à un autre garçon. Enfin, il a ce côté très possessif, jaloux, dans le contrôle, et c'est sa première relation en fait. Donc tout ce qu'il crée en elle, ben, il construit quelque chose. Il construit une identification à la relation. Elle va croire que c'est ça une relation. Puis en même temps, elle connaît quoi? La violence de son père, l'inceste de son grand-père. En fait, elle ne connaît que l'homme violent, l'homme mauvais. Et c'est très dur à déconstruire, hein, vraiment. Elle dit Elle va qu'il, reproduire ce schéma. en fait, elle dit qu'il ne la force pas. Non, elle se croit volontaire, puis elle ne s'identifie pas à de la prostitution. Elle dit qu'elle fait ça c'est passager, c'est pour leur permettre de vivre, hein, de survivre entre guillemets, mais il lui promet mieux après. Il lui promet un avenir meilleur. Il va même aller jusqu'à, avec l'argent des passes, il va aller acheter des bagues. Il va lui passer la bague au doigt. Il va lui faire une demande, il va lui mettre la bague au doigt. Mais c'est une bague qu'elle a payée avec ses fesses. Mais ça, elle ne retiendra que le fait qu'il lui a mis la bague au doigt. Vous finissez donc par la récupérer. Ça, c'est en 2020. 2021 même.
La dernière vraiment où je la récupère, c'est 2021. Ah Et non, pardon, vous avez raison, fin 2020, excusez-moi. Non, non, oui, oui. Octobre 2020. 2020, et il y a à nouveau des fugues. À chaque Mhm. fois, vous À restez chaque- un temps ensemble et puis elle part le retrouver. Oui, oui, ça se répète de mars 2020 à octobre 2020, il y a que des allers-retours comme ça. Je la récupère, je la soigne, je l'accompagne et elle repart. Et encore, je la cherche et je la retrouve. Enfin, et jamais elle reviendra d'elle-même. C'est toujours moi qui vais me mobiliser pour la retrouver. Jamais la police le fera non plus. Euh, jusqu'à jusqu'à octobre 2020. Euh, j'ai beaucoup d'enquêteurs qui m'ont appelé tout au long de cette période pour me dire qu'ils avaient la procédure de ma fille, qu'ils étaient en train de la faire. Enfin voilà, une quinzaine qui n'ont jamais rien fait. Donc quand ce énième enquêteur m'appelle, je le reçois très mal. Bon, je lui dis qu'il a qu'à faire ce qu'il veut, de toute façon, qu'il sera pas meilleur que les autres. Enfin voilà, je me dis qu'en fait c'est couru d'avance. Et non, cet homme est différent, différent parce qu'il va travailler pour de vrai. On va créer un lien d'ailleurs, puisque il me fait des retours, il me pose des questions, il m'envoie souvent des messages pour savoir si j'ai le nouveau numéro de ma fille, est-ce que j'ai des nouvelles, est-ce que j'ai des captures d'écran. En fait, il entend que je fais cette enquête et il est en demande de lui envoyer tout ce que j'amasse. Donc à chaque fois que j'amasse quelque chose, je lui envoie et lui, bah, de sa fonction, va pouvoir euh, comment dire authentifier ces choses en fait, ces preuves qui vont devenir des preuves matérielles, puisqu'en fonction de ce que je lui envoie, il arrive à matérialiser tout ça jusqu'au moment où il va vraiment retrouver ma fille. Et il m'avertit en fait, il m'a averti qu'ils savent où elle est et que donc que je me tienne prête à faire l'aller-retour Paris dans les 24 heures, puisqu'on va m'appeler pour me dire de venir chercher ma fille. Et là en fait, je le supplie que de pas le faire. C'est moi, je vais le supplier. Je vais dire que non. Ce que vous allez me rendre ma fille, mais qu'est-ce qui va devenir lui, en fait? Et en gros, il n'y a rien contre lui. Donc, je le supplie de ne pas me rendre ma fille tant qu'il n'est pas en capacité d'arrêter cet individu, en fait. Donc, je demande à cet homme, de demander à cette procureure de laisser ma fille continuer à faire des clients jusqu'à que ça suffise à incarcérer cet homme. Franchement, c'est hyper dur pour une maman. Je vais pas dormir pendant tous ces jours-là, je vais vomir. Je vais me dire que je suis affreuse de laisser ma fille tapiner encore et encore, en fait. Alors qu'en fin de compte, ben, c'est la clé. Parce que si je l'avais pas fait, il serait sûrement jamais rentré en mandat de dépôt et elle serait encore repartie. Comment briser l'emprise qu'il avait sur elle s'il était encore là pour apposer cette emprise? Vraiment, c'est une partie hyper douloureuse et hyper lourde. Mais c'est Et grâce à ça que hum. le proxénète va commettre une erreur, il va faire une passe à votre fille dans le propre appartement de sa mère. Alors, c'est pas tout à fait. C'est qu'il va gérer les annonces de ma fille depuis la live box de sa mère. Ah, Ce qui va le confondre à être le proxénète puisque il a géré l'annonce avec l'adresse IP de la box à sa maman. d'accord. Et là, Sachant qu'à cette époque-là, il dormait dans la maison de sa maman tranquillement et qu'il laissait ma fille dormir comme un chien dans la cage d'escalier. La mère de cet individu voyait ma fille dormir en bas dans la cage d'escalier comme une vulgaire chaussette et personne ne faisait rien. mais ce que vous décrivez, enfin, c'est inimaginable, quoi. C'est Les Misérables, c'est Victor Hugo. Ça se passe aujourd'hui. Oui, ça se passe, oui, il y a 4 ans, hein, c'est pas si vieux que ça, hein. En attendant, le garçon, le macro, le proxénète, ça y est. Là, il est arrêté. Alors, il est arrêté, il va être auditionné, il va faire une garde à vue, maximum c'est 96, il va pas être loin, il va avoir fait les 72 heures, euh, mais il va ressortir. Il va ressortir de garde à vue, ma fille est avec moi. À ce moment-là, donc elle est quand même en fin de grossesse. Euh, elle est en fin de grossesse. Je, Ils n'ont pas récupéré ma fille en fait. J'ai dû la faire rentrer par mes propres moyens encore une fois. À ce moment-là, euh, c'est Christine qui va proposer à Asia de venir chez elle, de venir la voir, parce qu'à ce moment-là, en fait, avec Asia, le lien est rompu. Je l'ai tellement cherché, tellement ramené, je suis tellement à vouloir briser cette relation en fait que pour elle, c'est moi la mauvaise et c'est lui le bon. Donc à ce moment-là, j'ai même plus de lien avec ma fille. Du coup, c'est chez Christine qu'elle va aller. Donc, je vais me rendre chez Christine, je vais récupérer ma fille et tout. Mais vraiment, encore une fois, malgré tout ce qui est là pu se passer, cette femme, elle est notre point ressource. Enfin,
Voilà. Et donc lui, il va faire sa garde à vue, il va ressortir. À ce moment-là, Asia est en fin de grossesse. C'est ce qui va nous permettre de recréer quelque chose. En plus de ça, il n'y a pas assez de preuves vraiment pour le mettre sur un mandat de dépôt. Ils ont besoin de plus. Du coup, je vais euh, je vais jouer un stratagème en fait. Euh, je vais dire à ma fille que je la respecte et que je respecte ses choix. Et je vais lui permettre de continuer à discuter avec cet individu, avec des limites et un cadre, hein, bien sûr. Mais je vais aussi lui dire qu'une fois qu'elle aura accouché, elle peut peut-être pas faire un dossier HLM, qu'ils vont peut-être pouvoir s'installer ensemble. En fait, je vais continuer à la projeter dans cette relation. Et c'est là que le lien se recrée, puisqu'il va lui envoyer des messages, il va la menacer si jamais elle parle, enfin, il va y avoir plein de choses, et elle va les capturer tout le temps et me les envoyer pour me dire, mais regarde comment il parle, ce sera jamais possible. En fait, il y a vraiment ce lien qui se refait, et du coup, tout ce qui va se passer, c'est de octobre jusqu'à mars 2021. Elle va tout me communiquer et je vais continuer à envoyer tout à cet inspecteur, enfin oui, à cet inspecteur. Et c'est là qu'au final, ils vont aller le chercher une dernière fois, lui faire ses dernières heures de garde à vue et l'envoyer en comparution immédiate qu'il enverra donc en mandat de dépôt en attente de la cour d'assises. On est en janvier 2021 et le petit Dacia, Kelvin, naît. Et Mm. ça va changer vos relations. Oui, c'est un passage très important. Euh, C'était l'angoisse. C'était l'angoisse avant qu'elle accouche. Je pensais même pas que j'arriverais à aimer cet enfant. Je savais pas d'où il venait. Est-ce qu'il allait ressembler à son proxénète? Est-ce que ça allait être l'enfant d'un client? Vraiment, c'était l'angoisse. Je vais vivre l'accouchement avec Asia puisque je serai à ses côtés. Euh, déjà, Brice fera des erreurs ce jour-là puisque il n'aura de cesse d'appeler Asia pendant qu'elle est en plein travail pour lui dire qu'il faut qu'elle paye un test de paternité. C'est la première fois qu'elle me laisse l'accabler. Me laisse l'accabler parce qu'en fait, c'est moi qui prends le téléphone et je lui dis qu'à un moment donné, elle est maman, c'est sûr. S'il veut savoir s'il est père, il aura qu'à payer. Et je raccroche et j'éteins le téléphone de ma fille, en fait. Je veux pas qu'il soit dans cet instant. Donc, elle me laissera éteindre son téléphone. Petite victoire. Euh, je vais sortir régulièrement de la salle d'accouchement et je vais appeler Christine tellement je suis en panique parce que je sais pas comment je vais faire quand je vais voir cet enfant sortir. Et en fait, ce sera un moment magique, magnifique. Il est trop beau, elle est trop belle. Enfin, tout est beau. C'est, voilà, vraiment, je suis mamie, j'ai 32 ans, je suis la plus heureuse au monde. La vie est plus Ouais. forte. Ah oui, franchement, oh là là, c'est une merveille, cet enfant. On va remonter toutes les deux en chambre et du coup, ça va être 5 jours un peu compliqués au départ, puisque, bah, voilà, notre histoire, l'ASE, mon parcours, le sien, les assistantes sociales d'hôpital, les psychologues, tout le monde veut venir mettre son petit nez là où il faut pas. Donc, je vais passer 5 jours à l'hôpital à faire le pitbull, en fait, parce que cet enfant est né, il est vierge d'histoire. On va pas venir lui mettre des mesures éducatives, des pages, enfin voilà, c'est pas possible. Donc, je vais prendre position et franchement, tout va bien se passer. Je vais quitter la chambre pour aller en bas, téléphoner justement à mon médecin traitant pour trouver une sage-femme en libéral, vous savez, pour la sortie d'hôpital et tout. Je veux pas que ce soit la MDS, tous ces services institutionnels qui interviennent chez moi. Donc, voilà, je vais passer 1 heure et quart à peu près en bas. Je planifie tout, tout va bien. J'ai pas entendu parler de Brice une seule fois pendant 5 jours. Et quand je remonte, je vois ma fille en visio, en train de montrer mon petit-fils, ce petit garçon qui depuis 5 jours est là à dormir à côté de nous et que je trouve la plus belle merveille du monde. Elle le montre à ce mec en fait. Elle le montre à Brice. Et là, je suis horrible. En fait, j'arrive plus à jouer la psychologie inversée, à faire ce mécanisme. J'y arrive plus. Je vrille en fait complètement. Je lui dis que si à un moment donné, je l'insulte, hein. Je lui dis qu'à un moment donné, si elle a laissé cet homme lui manquer de respect, en la faisant, excusez-moi les termes, hein, vraiment, je vais être crue, hein, en la faisant se taper 10 clients par jour alors qu'elle était enceinte, etc., etc., je l'empêche et je refuse qu'elle manque de respect à mon petit-fils en le montrant à cet homme, en fait. Mais vraiment, je vais la traiter de pute, enfin, vraiment, quand j'y repense, j'ai été affreuse. Et du coup, je vais poser un ultimatum. C'est soit lui, ce mec, soit lui, ton fils. Si en fait tu continues avec lui, moi je perds position pour protéger ton fils et toi d'un futur placement. Et dans ces cas-là, tu te démerdes en fait.
et elle va choisir son fils. Elle va choisir son fils et elle va couper le lien avec Brice. Donc c'est après la naissance de Kelvin. Donc la colère a eu du Euh, bon. ouais, c'est fini en fait. Elle lui parle plus. Elle lui parle plus, mais il est pas encore en mandat de dépôt encore, hein. Il va se passer encore jusqu'à mars, euh, puisqu'on va nous après monter à Argenteuil et être auditionné sur place. Donc là c'est pareil. La brigade a su se mettre au niveau d'Asia. Elle avait beaucoup de mal à verbaliser les choses. Donc en fait elle m'a tout raconté. J'ai fait une première audition où j'ai tout raconté. Ce qui a permis que derrière, quand Tassia a été entendue, on puisse la questionner sur ce que moi j'avais rapporté ou qu'elle puisse donner des informations en plus ou acquiescer ou non. Enfin voilà. En fait, même à ce moment-là, la personne, pourtant, c'était pas une brigade proxo. C'est pas quelqu'un qui avait l'habitude, puisque ces brigades de prostitution des mineurs n'existent pas, enfin ou très peu maintenant. Mais vraiment, ça a été un homme qui avait envie de sauver ma fille en fait, et ben ça a fait toute la différence. Alors il a fait l'enquête à charge et à décharge, bien évidemment, mais euh, elle a pu tout raconter. Et c'est là qu'il partira en mandat de dépôt. Pendant que nous sommes toutes les deux sur Paris, en même temps que lui, du coup, alors que nous, on est plutôt chez un tatoueur, elle en train de se faire tatouer une clé sur la main avec écrit Kelvin, et moi la serrure dans le cou avec écrit Kelvin. Donc on est toutes les deux en train de marquer voilà la clé où on brise cette chaîne de schémas de reproduction, de souffrance et d'abandon dans notre généalogie, pendant que lui, en fait, il est en train de découvrir le monde carcéral. Il est toujours en prison, lui? Oui, il a pris 12 ans de réclusion criminelle. Le jugement s'est fait en mars, justement, là, 2023. On a été à une cour criminelle à Pontoise. On est vraiment tombé sur une équipe très bien. La magistrate, la présidente était très humaine. Le chef d'enquête était très présent. Enfin, franchement, vraiment, c'était une belle équipe de magistrats, en tout cas. Et il prendra 12 ans de réclusion criminelle. Comment va Donc, Asia maintenant? ça va. Ça a été dur, mais maintenant, ça va. Elle s'est pas reconstruite tout de suite, mais ça va. Elle a été aidée? Non, non. Jusqu'à ses 18 ans, elle avait une référente AEMO que j'avais demandé et ça se passait plutôt bien. C'était un espace pour elle. Et quand elle a eu 18 ans, c'était un petit peu avant le procès. Et malheureusement, on m'a pas permis de continuer cet accompagnement avec elle. À ce moment-là, la juge des enfants n'a pas voulu élargir la mesure sur mon foyer de façon à permettre à Asia de maintenir ce lien. Et du coup, bah, tout est reparti en cacahuète. Elle a rencontré de nouveau un garçon malsain. Alors, pas proxénète, mais vraiment malsain. Et, euh, et le comble, c'est que quand elle est venue au procès et qu'elle a vu Brice dans le box des accusés, ce jour-là, elle s'est rendue compte que son nouveau copain, c'était son sosie, physiquement, c'était son sosie. En fait, elle a réitéré une relation qu'elle n'avait pas mis terme à la première, entre guillemets, et elle a fini ce mécanisme de souffrance avec cet individu-là jusqu'à cet été. En fait, depuis cet été, elle va mieux. Mais ça a été long. Elle voudrait faire quoi dans la vie maintenant? La psycho, Ah, c'est amusant ça. oui, C'est lié. c'est lié. Donc elle va entamer des études? Elle est rentrée à l'EPID. L'EPID, c'est une structure d'insertion professionnelle avec un milieu un peu militaire. Euh, donc du coup, elle est rentrée à l'EPID et elle cherche sa voie. Elle sait pas trop si elle veut faire de la psychocomportementaliste au sein de l'armée. Voilà, c'est pas trop. Mais elle a son orientation en tout cas. Et donc, suite à toute cette histoire, vous vous dites, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, je crée Oui, une asso, nos ados oubliés, parce oui, qu'effectivement, c'est des ados oubliés. Ça, c'est en oui, 2021, le 6 août. oui. Parce que vous vous rendez compte que l'État n'est pas très efficace face à ces cas de figure. En fait, c'est un peu la patate chaude, quoi. Les ados qui se prostituent. Pourquoi d'ailleurs? Parce que ça se passe souvent dans des cités, donc c'est des zones de non-droit, ils préfèrent pas aller voir. C'est quoi le problème de l'État par rapport à ça? Ben, en fait, quand j'ai créé l'association, euh, moi, je pensais, quand je l'ai vécu en tant que maman, hein, je me pensais la seule au monde. Vraiment, puisque tout le monde me fermait les portes, que ce soit les commissariats n'entendaient pas ce que je disais, ils étaient inertes au travail. Enfin, vraiment, j'avais l'impression en fait que ma fille, c'était le cas à part que personne n'avait jamais vu. Et, euh, et en fait, j'avais été auditionnée par le groupe d'études euh, qui avait fait le rapport à la demande de Monsieur Taquet. Donc les deux coprésidentes, c'était Alexandra Louis et Maude Petit. Il y avait une cinquantaine de députés.
Et donc ils m'ont auditionné sur cette problématique. Et j'ai lu leur rapport d'études et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que le rapport d'études qu'ils ont fait en 2018, pendu en 2020 sur des chiffres de 2016, il retranscrivait exactement le loverboy, l'emprise, tout ce que j'avais vécu était écrit dans ces 200 pages. Mais si on a pu l'écrire, c'est qu'il y en a plein des cas. Enfin, je veux dire, on fait pas une étude de sujet comme ça s'il n'y a pas de victimes. Donc c'est là que je me suis dit, mais merde, l'État est au courant, c'est pas possible. D'où le fait que j'ai créé cette association. Et, euh, et après, bah, c'est là que je me suis retrouvée, bon, déjà acculée par les appels de parents, et vraiment. À part leur faire part de mon expérience et des dysfonctionnements auxquels je m'étais confrontée, qui avaient ralenti la procédure, mais je n'avais pas grand-chose à leur apporter. L'État, alors oui, j'ai été reçue par Monsieur Taquet au ministère de la Santé, mais je m'attendais à ce qu'à ce moment-là, ma légitimité avec mon parcours de vie de cette association me donne un droit, en tout cas un passe-droit, enfin je ne sais pas trop, mais qu'en fait on m'aide à pouvoir accompagner ces victimes, qu'on me donne le matériel nécessaire. Et non, en fait, la première année, il va rien se passer du tout. Ça va être même très, très compliqué de lancer l'association malgré tous les appels qu'il y a. Et c'est là que je vais me rendre compte que c'est pas forcément des mecs de cité où il y a plein de jeunes filles qui viennent des beaux quartiers. Je vais avoir des parents au téléphone. Les mamans sont institutrices, les papas sont gendarmes. Enfin, je veux dire, ça touche toute la population. Il y a pas de caractère social, en fait. Sauf le seul point commun, c'est que toutes ces jeunes filles ont vécu un trauma. Ont un point commun, c'est qu'elles ont une carence, une fracture. Et ces jeunes garçons sont plus ou moins tous des délinquants juvéniles. Ils ont un genre de suivi PJJ, on va dire. Mais ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas un profil type, puisque au final, on va se rendre compte qu'il y a trois prostitutions. La prostitution de cité, le loverboy et la prostitution où les jeunes filles sont juste endoctrinées par la télé-réalité et les réseaux sociaux. C'est quoi le Il y a vraiment loverboy? le loverboy, c'est le petit copain, bah, c'est ce que a vécu ma fille en fait. C'est le petit copain qui isole sa copine et qui va prostituer sa propre petite copine. C'est ça, celui qui offre des bagues. En fait, il n'y a pas Et, de... et quand vous me dites qu'il y a toujours une fracture, un traumatisme chez celles qui se retrouvent à se prostituer, c'est quel genre de... Elles ont été violées enfants, elles ont été battues, C'est un mélange de tout ça. Il peut y avoir des jeunes filles victimes d'inceste, violence intrafamiliale, euh, harcèlement scolaire, où il y a aussi ces jeunes filles qui n'ont pas conscience du consentement. En fait, leur première relation avec leur petit copain n'était pas consentie, mais elles n'en avaient pas vraiment conscience et elles n'ont pas vraiment dit non. Donc en fait, c'est un viol. Mais étant donné que bah, la notion de consentement n'est pas vraiment travaillée avec la jeunesse d'aujourd'hui et qu'ils n'ont pas réellement conscience de qu'est-ce que le consentement et où se situe le bien et le mal, que ça crée ce genre de première relation qui au final est une fracture, est un trauma. et s'ils n'ont pas conscience des notions de bien et de mal, est-ce que c'est à cause de leurs parents ou à cause du système scolaire? Est-ce que ce serait pas à cause du numérique? Ah, la fréquentation de TikTok, d'Instagram, des réseaux, quoi. Bah, je me dis que ça fait combien d'années maintenant que aux heures de sortie d'école, on voit des replays de télé-réalité à tout va, à tout vient, que nos enfants voient ça à tout va et à tout vient, plus les réseaux sociaux qui à la base sont des réseaux de communication qui ont été faits pour des choses positives, mais qui au final ont été utilisés par les jeunes et qui passent leur temps à voir des images euh, qui sont pas du tout en accord avec les valeurs qu'on peut inculquer à nos enfants. Quand on voit des gamines de 12 ans qui font des danses succinctes sur les réseaux sociaux et que leur maman, elles sont abonnées, elles like, y a un problème quelque part. Quand on voit à la télé-réalité toutes ces influenceuses qui sont habillées toute la journée en string, qui sortent avec l'un, qui sortent avec l'autre, qui ont des rapports avec les uns, avec les autres, qui savent pas faire cuire un œuf, qui parlent comme des... Quelle image en fait on donne de la femme? À quel moment on peut s'identifier à ces personnalités-là et avoir une notion du bien et du mal comme celle qu'on a pu se voir inculquer nous par nos parents. Est-ce qu'il y a un rôle aussi de la pornographie sur Internet? Ah bah oui, la facilité d'accès au porno, c'est hyper hyper néfaste, autant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. D'une part, eux, ils apprennent la sexualité sur la pornographie, sur les sites porno, donc déjà c'est très violent. Les jeunes filles
Elles apprennent aussi la pornographie, enfin de la pornographie, tout en parallèle de ce qu'elles voient de la télé-réalité. Ça fait vraiment un mélange explosif, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Et elles pensent que c'est ça l'amour, en fait. Oui, elles pensent que c'est ça la relation, que c'est ça l'amour, que c'est ça le sexe, en fait. Alors que, bah, Quel conseil vous donneriez aux parents qui nous regardent, qui ont des enfants dans ces âges-là, euh, pour qui peut-être sont pas très regardants sur ce que les enfants regardent sur leur portable ou qu'est-ce qu'ils font de telle heure à telle heure? Quel conseil vous leur donneriez? la communication. La communication, le non-tabou, l'information. Vraiment, le soir, quand on est à table en famille, les parents, vraiment par pitié, demandez à vos enfants ce qu'ils mettent sur TikTok. Intéressez-vous à leur centre d'intérêt sur le téléphone. Comment on peut prévenir ce qui va se passer si en fin de compte on ne le voit pas? C'est hyper important de savoir quel type de personnes vos enfants y suivent, quels sont, oui, leurs centres d'intérêt, la référence féminine à laquelle ils identifient la femme et la féminité. Parce que si c'est à la vulgarité, commencez à s'inquiéter. Et il y a aussi des petites qui décident d'être leur propre Mac. Oui, alors bon, ça c'est beaucoup. Bah, quand les parents se retrouvent dans la situation où moi j'étais avec ma fille, la première, premier réflexe, c'est la protection de l'enfance. On va se retourner vers la protection de l'enfance pour nous aider en tant que parents à protéger notre enfant. Enfin, je veux dire, c'est une réaction normale. Sauf que la réponse, ça va souvent être un placement. Et un placement, ben, au final, on regroupe toutes ces jeunes filles dans ces mêmes lieux. Donc elles vont entre guillemets s'entraîner entre elles. Et puis ben, il y en a certaines qui, au lieu d'être victimes, vont devenir auteurs. Dans beaucoup de procédures qu'on a suivies, en tout cas, ben, à un moment donné, quand elles sont victimes mais qu'elles ne sont pas aidées et qu'elles n'ont pas la reconnaissance de victime, elles vont finir par devenir auteurs. Donc en fait, on crée des sortes de viviers au nom de Oui. la protection de l'enfance et qui ne sont pas réellement surveillés en fait. Bah, les professionnels, je pense qu'ils sont pas réellement informés et formés par rapport à cette problématique. Ils sont formés très rapidement dans les services sociaux. Oui. Ils ont 18 mois. 18 mois de formation, c'est quand même très peu pour véritablement comprendre ce que c'est qu'un enfant. Bah, nous, on met 18 ans, on n'a toujours pas compris. Alors 18 mois, il y a tellement dans ce phénomène prostitutionnel, il y a cette notion d'emprise. C'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Il y a de l'emprise. C'est pas un terme reconnu, ni par les institutions, ni par les forces de l'ordre, par exemple. C'est pas, il n'y a pas de condamnation. Enfin, je veux dire, c'est pas un chef d'inculpation, l'emprise. Pourtant, il y a bien des circonstances aggravantes sur les personnes faibles, sur l'abus de faiblesse. Donc, à un moment donné, dans notre code pénal, on reconnaît bien que certaines personnes peuvent être faibles et que de créer un délit sur ces personnes-là peut criminaliser les choses. Pourquoi est-ce que l'emprise n'est pas quelque chose qu'on reconnaît comme une circonstance aggravante et qu'on n'apprend pas qu'est-ce que l'emprise? Pourtant, les maisons closes, elles existaient il y a bien des années. Les sectes, ça existait il y a bien des années. Est-ce que à cette époque-là, il n'y avait pas déjà de l'emprise pour ces victimes? Comment se fait-il qu'après tout ce temps-là, ce soit toujours un terme qu'on n'entend pas? On le reconnaît pas. On C'est très reconnaît pas juste. l'emprise. Au niveau justice, il y a, Jennifer, quelque chose qui vous choque profondément dans la loi dite Roméo et Juliette. C'est l'alinéa 6. Expliquez. Eh ben, cette loi dit que qu'un rapport sexuel avec un mineur et un majeur de plus de 5 ans d'écart, enfin de 5 ans ou plus d'écart, est automatiquement un rapport non consenti. Donc ça veut dire qu'il y a viol. Mais l'alinéa 6 dit que c'est sauf si c'est un échange tarifé. Donc ça veut dire que quand il y a 5 ans d'écart, il n'y a pas viol. Enfin, à un moment donné, il faut m'expliquer, cette loi, elle protège qui? Des pédocriminels. Voilà. Donc, comment se fait-il qu'on protège les pédocriminels? Comment se fait-il que cet alinéa n'a jamais sauté? Et comment se fait-il que dans toutes ces procédures-là, tous ces pédophiles ne sont jamais dans les cours d'assises? Pourquoi on les voit jamais traduits en justice? C'est quoi? On est un pays qui tolère la pédophilie? On est la culture du viol, la culture de l'inceste? Bah, Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? ils nous jurent que non, mais dans la réalité des faits, oui. C'est bien pour ça qu'on dit que la France, c'est pédoland. Ben oui, ben il va falloir que ça change. Ben, on est là pour ça. Les Macs se décrivent en protecteurs des jeunes filles qu'ils prostituent.
Il voit en Oui. elle un moyen de faire de l'argent et il ne se revendique pas du tout en tant que proxénète. Ah non, elles ne se reconnaissent ni victimes ni prostituées, et eux ne se reconnaissent pas du tout proxénètes. Pour eux, ils sont là pour les protéger, pour surveiller que le client paye, qu'elles sont pas violentées. Ils n'ont même pas conscience, euh, mais vraiment, hein, c'est vraiment un manque de conscience, que d'être dans cette pièce, de récupérer cet argent et de vivre de cet argent, les fait être au niveau du pénal des proxénètes. En fait, quand on en parle avec eux, ils n'ont même pas cette notion. Pour eux, un proxénète, c'est un corse, le cigare, vous voyez, ce qu'on connaît de la prostitution d'avant, un proxénète, un Mac. Mais les proxénètes d'aujourd'hui, il y en a, ils ont 15 ans. Ils ont 15 ans, ils se baladent avec un taser sur eux. C'est pas la prostitution qu'on connaît, en fait. C'est tellement différent. Ils vont créer des fausses cartes d'identité, ils vont louer des Airbnb, euh, ils vont pendant ce temps-là dans l'appartement, pendant que leurs copines, leurs amis ou leurs petites copines se prostituent pour faire de l'argent. Eux, ils vont être à l'étage d'en bas ou dans la pièce d'à côté, en train de boire de l'alcool, de consommer du protoxyde d'azote, de se défoncer. En fait, pendant ce temps, ils font la fête. Donc, grâce au pass de ces jeunes filles, ils peuvent faire ces locations et vivre ce qu'ils appellent la best life, collé à l'image de ce que eux voient aussi par le biais des réseaux, par le biais du rap, par le biais de la télé-réalité. C'est effrayant ce que vous racontez, c'est effrayant. C'est un monde où toutes les valeurs sont inversées, où plus rien n'a de Oui. sens, où les plus belles choses de la vie en réalité sont comme ça, c'est satanique, quoi, ce que vous me décrivez. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, là, sur Toulouse, il y a eu une affaire, il y a quelques semaines. Un Airbnb loué par des groupes de mineurs, hein, les proxénètes et les prostituées, auteurs, victimes, mineurs. En gros, les jeunes filles font des passes. Le proxénète, qui en fait est un ami qui fait la sécurité, euh, a juste un taser et un chien avec lui. Euh, un mec de quartier vient pour avoir une passe, mais en vérité pour braquer la prostituée. Elle va donner l'alerte. Euh, les individus, donc les Macs, hein, vont venir. Et celui qui est venu braquer est calibré. Et il va mettre une balle dans la tête au gamin de 15 ans. Il a 17 ans. Lui-même a 17 ans. Dans cet appartement, ce Airbnb, ce coin de rue où tout le monde... enfin, franchement, moi, ça m'effraie. Parce que comment on devient proxénète à 15 ans? Comment on vient braquer, mettre une balle dans la tête à 17 ans? Ces jeunes filles, elles étaient en errance, elles étaient en fugue. Elles ont des mesures éducatives, il y a la PJJ, il y a les AEMO, il y a l'ASE dans la boucle. À un moment donné, comment tous ces professionnels reconnus compétents n'ont pas la capacité de reconnaître tous ces signes précurseurs avant qu'il se passe ce genre de drame? Jennifer, est-ce que vous avez un message à adresser aux clients de ces jeunes prostituées? Les clients, franchement, ils me dégoûtent. Je peux entendre hein, qu'on aime aller, excusez-moi du terme, mais aux putes, hein, ok, comme on peut les connaître. Mais là, c'est des jeunes filles. Oh, la plupart, elles ont moins de 15 ans. Pour moi, ces clients-là, à un moment donné, si sur la photo, on voit une jeune fille qui peut paraître 20 parce qu'elle est maquillée, apprêtée, mais quand on arrive dans cette chambre et qu'on se rend compte qu'elle a le corps d'une enfant de 14 ans, comment un client, il peut avoir un rapport avec cette jeune fille? Comment, à un moment donné, il ne quitte pas cet endroit? Et quand il sort de cette chambre ou qu'il s'est rendu compte de quelque chose, comment il ne le signale pas? Enfin, je veux dire, ça peut être la fille de tout le monde. Ça peut être la fille de n'importe qui. Je suis sûre qu'il y a des clients, ils ont des enfants à la maison qui ont le même âge que les jeunes filles avec qui ils viennent d'avoir un échange tarifé. Comment c'est possible? Comment, à un moment donné, on peut rentrer chez soi et sortir de cet endroit avec la conscience tranquille? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aider votre association? Bah, pour l'instant déjà, on n'a toujours pas touché de subvention, donc on ne vit que sur les dons, les gentils dons qu'on a pu avoir cette dernière année. Donc ça, on va donner évidemment dans le Voilà. descriptif le lien pour faire un don. Mais Il y a on cet peut, aspect financier il y a aussi l'aspect et d'en parler. hyper important. Et je pense que ce dont on aurait le plus besoin, besoin matériel, si je puis dire, c'est des éducateurs, mais des éducateurs compétents.
parce qu'il y en a quand même quelques-uns qu'on a pu rencontrer. Nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités d'embauche, hein, de pouvoir embaucher. Du coup, on n'est pas beaucoup et on est sur tous les volets. Et je pense que des personnes empathiques et bien formées qui auraient envie de pouvoir accompagner ces jeunes filles, étant donné qu'on intervient au national, ça pourrait en tout cas être des points d'ancrage dans certains départements et ça pourrait aussi nous permettre de donner un point d'ancrage à ces jeunes. C'est-à-dire créer un réseau de bénévoles, vous n'avez pas les moyens de les payer, mais de gens Non, qui sont déjà dans la profession, qui sont des éducateurs spécialisés, pas uniquement ou vous voulez aussi des gens qui sortent de nulle part. C'est un peu ça peut dangereux. être des éducateurs spécialisés, ça peut être des éducateurs sportifs, quelqu'un en tout cas qui ont la notion de l'éducation, enfin qui ont cette casquette d'éducateur. Et autant ça peut être éducateur spé, éducateur sportif, éducateur jeunes enfants. Euh, il y a quand même pas mal de volets dans le métier d'éducateur. On a même rencontré des assistantes sociales qui ont fait beaucoup de remplacements en tant qu'éducatrices à l'ASE. Et limite, elles n'ont pas le diplôme d'éducatrice. Donc, elles ont appris de façon différente que ces fameux mois de formation. Et leur approche, en tout cas, et leur éthique est bien plus bénéfique à ces jeunes au final. Donc, c'est pas forcément l'éducateur spé de l'aide sociale à l'enfance qu'on appelle, mais, euh, mais oui, en tout cas, de pouvoir créer un réseau de personnes capables d'accompagner et d'être un point d'ancrage à ces jeunes filles, c'est important. Comment les cas arrivent jusqu'à vous? On vous signale? Ça dépend des fois. Des fois, ça peut être les parents qui nous contactent. Ça peut être la brigade de Toulouse ou la brigade de Marseille, quand ils ont des informations préoccupantes sur des jeunes filles. Euh, Ça peut être le voisin de la voisine, ça dépend vraiment, il n'y a pas de on nous appelle soit sur le téléphone, soit sur les réseaux sociaux. Et comment vous intervenez à ce moment-là? On a 3 piliers dans l'association. On a le volet soins, le volet insertion sociaux et le volet juridique. Donc selon les besoins, de nos interlocuteurs, on va pouvoir les orienter sur nos partenaires. On a signé une quarantaine de partenariats officiels en tout cas, avec soit des structures qu'on juge compétentes, soit avec des accompagnements un peu moins conventionnés que ce qu'on connaît, puisque nos partenaires vont s'adapter à nos victimes. Ils vont les rencontrer en dehors des murs, euh, ils vont les accompagner sur des thérapies différentes de ce qu'on peut connaître dans un bureau de psychologue. Euh, Ils se mettent vraiment à la hauteur du jeune et ils entendent et respectent énormément la temporalité de la victime. Donc, bah, grâce à toutes ces réunions et à toutes ces informations et tous ces temps qu'on peut partager ensemble, en tout cas, on a tous la même façon de prendre en charge ces jeunes et pour l'instant, ça fonctionne. Et vous-même, vous êtes amené à en rencontrer de ces jeunes filles? Oui, énormément. Oui, oui, oui. Et, et là, J'essaye de les voir une fois par semaine. votre expérience vous sert beaucoup, là? Oui, j'ai une accroche assez facile avec ces jeunes filles. Euh, je sais pas. Et puis vraiment, je vois ma fille dans toutes ces filles. Ça me renvoie toujours l'histoire de ma fille. Malgré tout, j'arrêterai pas ce que je fais et si je pouvais devenir éducatrice, je le ferais. Mais, euh, mais vraiment, elles ont toutes ce profil tellement de filles en souffrance, de jeunes filles qu'on n'a pas écoutées, euh, de jeunes filles à qui on propose rien, qui n'ont, elles n'ont rien, elles n'ont même pas de point ressource. Elles n'ont même pas identifié une personne qui peut être le point ressource dans leur vie. Tout ce que vous décrivez, Jennifer, vous l'avez vécu vous-même quand vous étiez mineur, quand vous n'êtes pas allé vers la prostitution pour autant. Ça veut dire que c'est un phénomène qui est récent. Ouais, je pense. Moi, ça m'est jamais venu à l'idée, hein, vraiment. Oui, je me suis fait du mal et je me suis autodétruite avec l'héroïne, hein, parce que c'est pas quelque chose qui fait du bien. Donc c'était une façon, je sais pas, que la souffrance soit moins dure, mais jamais j'aurais été sur. Et puis à cette époque-là, on n'avait pas les téléphones, tout simplement, je pense. Moi, j'avais un Nokia 3310, je sais pas si vous avez connu. Donc j'avais pas de télé-réalité, j'avais pas de réseaux sociaux. Est-ce que vous vous considérez comme une héroïne? On me le dit souvent, je ne me l'auto-envoie pas cette qualification, mais en tout cas, oui, je suis contente de pouvoir apporter et mettre ma pierre à l'édifice, en tout cas, pour sauver ces jeunes filles ou donner de la force à ces mamans. Merci beaucoup d'avoir Mais de rien. passé ce moment en ma compagnie, cette conversation.
avec une véritable héroïne. Merci Jennifer et on retrouve les moyens de vous aider sous cette vidéo. Mais c'est moi qui vous remercie.